Pierre Laurin, vous êtes écrivain spécialiste Bonjour. de la Russie, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Donc on le rappelle, normalement, il y a un entretien qui se déroule en ce moment entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Quel peut être le point de vue côté russe? Cette fois, on a eu le côté français. Quelle est selon vous l'attitude du président russe aujourd'hui? Je crois que l'attitude de Vladimir Poutine est très confiante parce qu'il a eu hier un entretien particulièrement fécond, semble-t-il, avec le président Trump, puisque le premier résultat concret, et ça on l'attendait depuis très longtemps, c'est une implication directe des États-Unis dans le processus de désescalade, en particulier dans le sud-ouest de la Syrie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était dans l'air depuis l'arrivée de Trump au pouvoir pratiquement, mais ça ne se concrétisait pas, et là, semble-t-il que le pas soit franchi. Par ailleurs, il a d'excellents rapports avec Emmanuel Macron, même si pour... Il y a des frictions quand même. Un rapport ferme. Oui, mais il faut que ce soit comme cela. Il est évident que Emmanuel Macron, après la position de la France pendant les 5 années hollandiennes, qui étaient particulièrement hostiles à la Russie, il ne peut pas faire table rase d'un seul coup. Il faut qu'il tienne compte des développements diplomatiques, de la situation, etc. Mais en tout cas, la France a fait un pas gigantesque en direction de la Russie en acceptant le principe de l'intégrité de la Syrie et des négociations éventuelles avec les représentants de Bachar el-Assad. Donc ça, pour Vladimir Poutine, c'est quelque chose de très important et de très positif. Par ailleurs, les ministres des Affaires étrangères russes et français sont en contact très rapproché. Ils se sont rencontrés par 2 fois ces 20 derniers jours. Une fois à Moscou, une fois à Paris. Et à chaque fois, on sent qu'il y a des solutions qui sont trouvées, en particulier sur la Syrie, mais également, et c'est la nouveauté, sur l'Ukraine, avec une position de la France qui est un peu moins critique de Moscou et un peu plus ferme à l'égard de l'Ukraine. C'est-à-dire, bon, pour appliquer les accords de Minsk, ce qui est l'essentiel, il faut que les 2 parties se mettent d'accord. Et priorité au direct, il est presque 13 h sur BFM TV. Vous découvrez ces images de la rencontre bilatérale qui se déroule ce midi entre le président français Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine. Un petit peu plus tôt dans la matinée, eh bien, ils avaient déjà posé ensemble, cette fois aux côtés d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Vous le voyez, une rencontre devant la presse pour l'instant en toute détente. Le président français et russe qui semble assez souriant. Oui, Patrick Martin-Genian, on voit donc les deux dirigeants. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire finalement, si on peut imaginer leur dialogue aujourd'hui? Les choses essentielles se passent en coulisses, en réunion de travail, parce que là, on affiche là vis-à-vis de la communauté internationale, la presse, donc il faut afficher effectivement un accord, et donc il faut des sourires de façade, et on a développé depuis l'élection de Donald Trump, d'ailleurs, toute une science de la poignée de main et des sourires. Donc effectivement, il y a une première chose, faire face à la presse, montrer qu'on s'entend bien, et qu'on va discuter sur des sujets essentiels, nous venons de le dire, notamment sur le conflit ukrainien. On a vu qu'il y avait une petite approche peut-être différente entre Angela Merkel et M. Macron sur le conflit ukrainien. Est-ce qu'il faut durcir, maintenir? Est-ce qu'il faut sortir des sanctions? En tout cas, le président de la République a clairement dit qu'on allait discuter des accords de Minsk, il l'a dit, et il ne faut pas oublier, on a tendance à l'oublier, que M. Poroshenko, qui est le président ukrainien, a tout son mot à dire, puisqu'il a rendu visite au président de la République quelques jours avant ce sommet international. Donc, c'est une approche tout à fait intéressante, il faut montrer qu'on s'entend bien. C'est complètement noyauté, on va dire, par la communication institutionnelle. Et vous voyez en face le Sherpa, le ministre des Affaires étrangères, et ensuite on va rentrer dans une discussion un peu plus sérieuse, en effet, en coulisses. On va partir tout de suite rejoindre Jérémy Trottin, envoyé spécial de BFM TV pour ce G20. Que faut-il attendre de cette rencontre? Quels sont les grands dossiers qui seront sur la table, Jérémy?
On imagine bien sûr que les grands dossiers qui seront évoqués entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron seront finalement les grands dossiers de ce G20. Tout d'abord, le climat. Lorsque les deux hommes se sont rencontrés tout à l'heure, c'est les premiers sujets qui a été évoqué. Le climat avec cette volonté, là aussi, de Vladimir Poutine de s'associer à la volonté d'Emmanuel Macron de poursuivre dans cet accord de Paris, même si les États-Unis, de leur côté, ont annoncé leur retrait dans plusieurs semaines. Et ce sera d'ailleurs l'une des conclusions de ce G20. Il y aura un G19 plus 1, c'est-à-dire 19 pays favorables à l'accord de Paris et de son côté les États-Unis qui prennent acte désormais de leurs différences. Et puis il y aura bien sûr toutes les crises internationales qui seront évoquées. On pense naturellement à la crise syrienne avec cette annonce qui a été faite hier à l'issue d'une rencontre entre Vladimir Poutine cette fois et Donald Trump. Ce cessez-le-feu qui rentrera en vigueur dans le sud de la Syrie demain à la mi-journée. L'un des sujets qui sera sans doute à l'ordre du jour, on le sait, il y a quelques semaines, Emmanuel Macron avait invité Vladimir Poutine à Versailles parce qu'il a la volonté de rompre cet isolement qu'il y a aujourd'hui avec la Russie, réintégrer finalement la Russie dans le cadre des discussions, car on le sait, la Russie est partie prenante de l'ensemble des crises actuelles. Merci Jérémy Trottin. Pierre Laurent, on vient de l'entendre, la Russie est actuellement isolée à cause du dossier ukrainien. Quelle peut être l'attitude de Vladimir Poutine? Quelle peut être la demande vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Attendez, la Russie est isolée de l'Europe et des États-Unis. Elle n'est pas isolée du reste du monde. En ce qui concerne le dossier brûlant, c'est-à-dire le dossier ukrainien, puisque le dossier syrien est en voie d'arrangement. Mais sur le dossier ukrainien, il y a des éléments nouveaux. Depuis 2014, maintenant, il y a les accords de Minsk qui doivent être respectés, qui présentent un volet militaire et un volet politique. Le volet militaire est appliqué tant bien que mal, plutôt mal que bien, mais enfin, par moment, il est appliqué. Le volet politique qui incombe principalement au gouvernement de Kiev n'est pas du tout appliqué parce que Kiev estime qu'il faut d'abord régler le volet militaire avant de passer à la politique. Et ce n'est pas du tout la position de la Russie et ce n'est pas non plus la position des autonomistes du Donbass. Parce qu'on parle de séparatistes, mais ce qu'ils veulent, c'est simplement une autonomie au sein de l'Ukraine. Ce n'est pas du tout se séparer, etc. Ça, c'était des fantasmes à l'époque de la crise de 2014. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est un statut qui est comparable à celui des Länder allemands ou celui de la Catalogne en Espagne ou de l'Écosse en Grande-Bretagne. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et en tout cas, il n'y a rien qui permette de continuer un combat. Et ça, c'est l'ancien président ukrainien Yushchenko lui-même qui l'a dit récemment en disant qu'il fallait que l'Ukraine accorde une autonomie au Donbass. Donc, sur ce point-là, les deux hommes, Macron et Poutine, peuvent effectivement trouver des leviers pour faire avancer le dossier politique des accords de Minsk de manière à pouvoir régler en même temps les deux dossiers. C'est là l'espoir que l'on peut avoir aujourd'hui. Patrick Martin-Jeannet, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, enfin, monsieur est un spécialiste des affaires de Russie, mais moi, je suis un peu plus pessimiste parce que lorsqu'on parle d'une autonomie du Donbass, République de Donetsk, Lugansk, il y a quand même eu des tentatives de la Russie de déstabiliser ces régions. Lorsqu'on parle d'autonomie territoriale, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, c'est une chose qui doit se déterminer au sein même du pays. Donc, c'est une affaire purement ukrainienne. Or, il semblerait qu'il y ait eu des pressions russes aux frontières de ces républiques. Donc, et d'ailleurs, c'était reconnu par une résolution des Nations Unies. Et donc, il y a des difficultés. C'est-à-dire que si on parle d'autonomie, cela doit se faire dans le respect du droit international, notamment de l'ONU, et donc déterminer, pourquoi pas, une autonomie territoriale, mais sans pression extérieure, et notamment russe. Je me permets de compléter ce que vous venez de dire, c'est que les accords de Minsk prévoient cela, oui. L'autonomie. Donc, pourquoi, alors que l'on réclame à corps et à cri l'application des accords de Minsk, on laisserait de côté cet aspect de l'autonomie. Ça me semble un peu irréaliste de la part des Européens, parce que ce sont les Européens qui insistent là-dessus. Jérémy Brossard.